Comme disait Stephen Hawking, l'intelligence, c'est de s'adapter au changement. Vous écoutez Think and Fight, le podcast. Je suis David Sabatier, avocat et associé du cabinet 1862 et fondateur du think tank Think and Fight qui réunit des experts reconnus en droit, en fiscalité, en économie, en ressources humaines, en financement et en analyse financière afin d'anticiper les conséquences de la crise du Covid-19 et de produire des recommandations concrètes et directes pour les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Eric O'Donnell, qui est responsable de la gouvernance et du développement au sein du groupe Total. Cet épisode a été enregistré avec Marie-Anne Brook, qui est présidente d'Atorus Executive. Je suis actuellement le responsable du département gouvernance et développement de Total. Je suis avocat irlandais à la base et je suis chez Total depuis 17 ans maintenant. C'est vrai que la fonction de Legal Op, c'est une fonction qu'on a vu se développer ces dernières années. Est-ce que vous peut-être nous expliquer ce que c'est que le Legal Op, Legal Operational, pour les gens qui ne connaissent pas? C'est un peu comme le secrétaire général du juridique. C'est un petit raccourci qu'on peut avoir parce qu'on s'occupe donc du budget, des honoraires d'avocats. On récupère toutes les données sur les dépenses des avocats pour les analyser, pour les gérer. On s'occupe des avocats. On a organisé un panel des avocats et après on gère les relations avec les avocats. On s'occupe de tout ce qui est outils informatiques, toute la gouvernance, donc toutes les normes. Après, certains projets qui sont des projets de service et qui sont des projets d'application, de changement de façon de travailler. Vous gérez des équipes donc de juristes dans une dimension internationale. Vous avez des juristes de plusieurs nationalités, j'imagine avec des localisations différentes. Comment vous avez pressenti les changements liés à la crise du Covid-19 suivant les différents pays ou les différentes nationalités ou les différentes équipes? Est-ce que vous avez vu des différences dans l'appréhension de la crise et à quel niveau? Et nous avions commencé à travailler sur un plan de continuité pour la fonction juridique. Et là, cette crise nous a permis de vraiment avancer, de vraiment parfaire le plan de continuité. Et ce qu'on a remarqué, c'est que pour le fonctionnement de manière générale, tout était déjà en place. C'est-à-dire que le plus important était de pouvoir travailler à distance. Et depuis 1 an et demi, 2 ans, le groupe informatique est passé vers Office 365. Et du coup, on est chez nous, on a un accès relativement facile à Internet. Et donc, on peut travailler quasiment comme au bureau. Est-ce que peut-être à l'inverse, il y a des choses où vous dites, tiens, ça on a bien fait et ça on a peut-être des choses à améliorer par rapport à ce travail à distance? Est-ce qu'il y a des axes d'amélioration ou des enseignements que vous avez pu tirer de cette période de confinement? Ce qui est intéressant, alors le sujet qui est le plus difficile, en fait, c'est la signature des documents. Et là encore, ce matin, j'ai eu une question. En Corée, une de nos JV a besoin de documents signés pour l'engager et certifiés par l'ambassade de Corée. Comment faire? Ça, je sais qu'on a des organisations en place pour les notaires. Et après, on est dépendant des ambassades. Je sais pour pas la postille. Ce qu'il va te faire pour la postille. J'ai un collègue qui a fait signer un SPA, un contrat d'achat, d'acquisition. C'était Total a signé un contrat pour acquérir des actifs en Ouganda la semaine dernière. C'était dans les infos, dans les journaux. Et ils ont signé ça. Ils ont organisé cette signature à distance avec 2 personnes au bureau, avec 2 mètres d'écart, bien entendu. Et après, tout ça, la négociation a été faite entièrement à distance. Et avec c'est exceptionnel, parce que c'est quand même très... On arrive, je trouve, par exemple, dans la négociation d'un SPA ou d'une JV, on arrive à négocier, je trouve, entre avocats par téléphone ou visio, c'est très fréquent, qu'on fasse des markups par téléphone entre confrères. Mais souvent, quand les clients interviennent, on a besoin de faire une réunion et on se voit.
Et je pense que même dans le monde des affaires, où bon, finalement, il n'y a pas, on pourrait imaginer que les clients qui pourraient aussi fonctionner par téléphone ou par visio, souvent on organise tout le temps une réunion de négociation. Alors je sais pas très bien pourquoi on fait des réunions de négociation. Peut-être parce que, je sais pas, peut-être que les avocats veulent voir leurs clients, c'est une manière de créer une relation avec eux. Peut-être que c'est du commercial, je sais pas. Peut-être que c'est parce que les clients veulent voir les autres clients. Peut-être que c'est un truc de réseau. C'est-à-dire les gens se voient, on se serre la main et on sait qu'on va peut-être travailler ensemble un autre jour et on est content de se voir. Il y a un peu de ça aussi, hein. Il y a un peu de social là-dedans. Mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment indispensable? La preuve que non. Vous avez négocié un deal là sans vous voir, quoi. Et ça pose pas de difficulté. Oui, alors, moi, j'étais pas dans le deal, mais moi, j'en ai fait pas mal et je pense que pour les réunions physiques sont importantes. Parce qu'il faut connaître la personne et on a des sensibilités, des choses qu'on sent beaucoup mieux en physique quand on beaucoup plus qu'en visio même. En revanche, ici, je me demande si tout le monde ne se connaissait pas parce que on a acheté des actifs à un partenaire et c'était Tullow Oil à qui il y a eu un autre projet en 2017 qui est tombé à l'eau. Donc, si les gens se connaissent déjà, c'est beaucoup plus fort. On a des dossiers où il va falloir impliquer les gouvernements et là c'est beaucoup plus compliqué parce que justement on se connaît pas et avec les gouvernements il y a des protocoles, il y a une organisation, une diplomatie à faire qui sont beaucoup plus difficiles par visio. Ce matin, moi, je lisais un article de Stéphane Bazin, qui est le PDG d'Accor. Et en fait, on lui posait la question, on lui disait, est-ce que pour vous, les rendez-vous d'affaires comme on les connaissait il y a quelques années, ou il y a même quelques mois, est-ce que c'est fini? Et lui, il disait, mais moi, j'ai pas l'ombre d'un doute sur le fait que des réunions vont continuer à avoir lieu. Et il prenait comme exemple, il disait voilà, ça fait moi j'ai vu traverser plusieurs crises, que ce soit septembre 11, que ce soit 2008, que ce soit les attentats de 2015, et à chaque fois les gens disaient non mais vous allez voir, il y aura plus du tout de réunions physiques. Et justement son point c'était de dire bah non en fait, quelles que soient les crises qu'on a traversées dans l'histoire, au final on a toujours gardé ce contact humain parce que finalement faire du business avant tout c'est de l'humain. Et ce que vous nous dites par là, c'est que quand bien même il y a une partie des deals qui peut se dématérialiser, qui peut peut-être moins se faire en présentiel, il y a quand même une partie qui doit rester en physique. Est-ce que pour vous, ça va aussi s'appliquer sur les équipes ou est-ce qu'on pourra vraiment plus généraliser la partie télétravail? Oui, ou deux. Je pense que le télétravail va être beaucoup plus généralisé. Mais on ne pourra pas se passer des relations humaines. Moi, mon idée du télétravail, c'est beaucoup plus dans la souplesse que dans l'exclusion. C'est-à-dire que je travaille chez moi tôt le matin et je viens au bureau au milieu de matinée ou dans l'après-midi, puis je reviens pour éviter d'être dans les trains dans les heures de pointe. Où j'ai un gros truc à faire, un gros dossier, il faut que je sois concentré, donc je reste chez moi. Et donc de faciliter les discussions. Mais on ne pourra pas se passer complètement des réunions d'équipe physique, de contact humain, de fait de prendre un café ensemble. C'est pas pareil quand on le fait un e-café que quand on est en vrai et on discute de la pluie et beau temps autour d'un café. Travailler à la maison demande une grande discipline sur soi. C'est parce que il faut savoir, même en dehors du confinement, se lever, sortir, faire des choses. On peut très vite s'isoler. Donc pour les managers et pour les sociétés, il faut faire très attention aux aspects psychosociaux du télétravail, de maintien de la cohésion de l'équipe et d'éviter l'isolation
des collaborateurs. Je ne sais pas si vous savez, il y a ce livre au titre assez provocateur qui est un best-seller américain qui s'appelle La semaine de 4 heures. Et l'auteur essaye d'expliquer que j'ai lu ce livre et alors l'auteur essaye d'expliquer qu'on peut réduire son temps de travail, qu'en fait c'est un peu la règle des 80-20. On passe 80% de son temps à générer 20% de ses bénéfices et puis 20% de son temps à générer 80% de ses bénéfices. Et notamment, il part en guerre contre il est très très branché télétravail et il part en guerre contre la réunionnite, le fait de faire des réunions qui durent des heures et des heures et des heures et qui finalement ne servent pas à grand chose. Moi, j'ai l'impression que, en fait, on se voit. Alors, j'ai travaillé dans des structures où il y avait beaucoup de gens, des grands bureaux quand j'étais chez Gîte, par exemple, longtemps. Alors, c'est vrai quand on est entouré de tous ses amis collaborateurs, on va prendre des cafés, on va dans le bureau d'à côté. Il y a pas mal de social qui se fait au sein de l'entreprise. Et on perd beaucoup de temps à ça aussi. Moi, j'estime un tiers de son temps qui est du social au sein de l'entreprise. Est-ce que ce temps est nécessaire ? Peut-être en partie, peut-être pas en totalité, quoi. Donc, et ça, c'est quand même une perte de temps. Il y a les transports dont on parle, c'est vrai, mais je trouve que les moments dans lesquels on a besoin de se voir sont finalement pas très fréquents. On parlait d'un deal tout à l'heure ou de la construction d'un deal. Finalement, 1 ou 2 réunions, sauf sur des deals très compliqués, mais sur pas mal de deals, en 2-3 réunions, on arrive à se mettre d'accord sur un SPA ou sur une JV, pour autant que les avocats aient échangé séparément, qu'on ait fait quelques calls. En 1 ou 2 fois, on arrive à conclure un deal. Et l'autre moment, et c'est là que j'en viens à ma question, c'est dans les conflits. Alors moi, je suis médiateur et je me pose la question aujourd'hui. J'ai pas véritablement complètement la réponse. Je sais qu'il y a des contentieux dans lesquels j'arrive à les résoudre sans voir les gens, même en médiation. On arrive parce que il est important aussi dans des conflits de séparer les gens et de faire 2 canaux de discussion. Alors en médiation, c'est parfois on fait exploser, c'est un peu le principe de la médiation de base, on fait exploser le conflit, donc on dit aux gens de vraiment verbaliser, de faire sortir tous les points de divergence, et puis à la fin de cet exercice, on a un accord sur le désaccord, ce que moi j'appelle un accord sur le désaccord, et là souvent 2 canaux de discussion sont nécessaires pour pouvoir permettre un rapprochement. Donc il y a des dossiers de conflit dans lesquels c'est possible en échangeant séparément, et puis il y a des dossiers de conflit dans lesquels c'est pas possible, il faut que les gens se voient. Souvent quand ils doivent effectivement crever l'abcès un peu. Alors ma question, c'est comment vous gérez les conflits en interne dans le cadre de la crise du Covid-19 et puis en particulier dans le cadre de la force majeure? Je pense que j'ai écouté un podcast ou une présentation récemment où un de nos avocats proposait plutôt que de chercher à s'imposer sur les questions de force majeure, par exemple, c'est plutôt de regarder les options entre force majeure, entre suspension, résiliation, et en fait chercher à trouver un accord commercial avec les parties prenantes, parce que tout le monde est dans le même bateau. Mais oui. Il y a toujours chaque position qu'on prend se décline en d'autres répercussions, comme les papillons, le chaos, le papillon, les ailes du papillon bougent, et puis il y a un ouragan un peu plus loin. Donc, ou comme un Chinois qui décide de manger du pangolin en Chine, et puis 2 mois après, vous avez 1 milliard de personnes qui sont confinées. Oui, voilà. C'est l'effet papillon chinois, ouais. C'est l'effet papillon. Ouais, c'est peut-être plus pertinent comme exemple. Ouais. Mais je pense que l'idée était de dire, écoute, on maintient l'existant, on a le contrat, on a nos leviers pour équilibrer les discussions. Mais après, on met tout à plat. Je dis, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les prochaines étapes, qu'est-ce qui rentre dedans, qu'est-ce qui sort, et essayer d'avancer en transition, en médiation, si vous voulez. C'est un peu la médiation avec ou sans avocat. Mais c'est une approche qui est beaucoup plus intelligente que de juste s'imposer et de dire tiens, j'ai droit, donc je m'en fous du reste. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, Ouais, allez-y.
En fait, ce que j'allais dire, c'est une approche que j'essaye de promouvoir dans les contrats de manière générale. Moi, j'ai ma théorie que si on présente un contrat qui est ultra protecteur, et c'est comme si on a un mur plat devant soi, c'est beaucoup plus facile à attaquer qu'une tour ronde qui protège l'essentiel du cœur qui est à l'intérieur. Donc, ça fluidifie les affaires. Mais c'est amusant. Alors juste, ça c'est vraiment des sujets moi qui me passionnent beaucoup. Je crois beaucoup à la médiation. Au cabinet on transige quasiment 80% des contentieux. Alors il y a plusieurs dans un conflit. C'est quand on décortique un conflit et comment on résout un conflit inter-entreprise. Il y a effectivement d'abord deux convictions qui s'opposent sur une interprétation d'un contrat ou sur ce que je dois avoir et ce que je ne dois pas avoir. Alors, il y a un événement qui est un peu disruptif aujourd'hui avec la crise du Covid-19, c'est qu'on se retrouve face à des états de fait. C'est ça la force majeure ou l'imprévision ou même l'exception d'inexécution. C'est-à-dire que de fait, on peut pas exécuter le contrat parce que y a la foudre qui nous est tombée sur la tête et donc on ne peut pas exécuter le contrat, on n'a pas le choix. Donc ça permet de rapprocher les gens. Parce que quand il y a une opposition entre deux personnes, souvent ce qu'on cherche à faire, c'est à rejeter la culpabilité sur un tiers. C'est pour ça que d'ailleurs souvent les avocats ou les intermédiaires se prennent la culpabilité. On dit, les clients finalement disent mais non mais c'est de la faute des avocats. Alors mais nous on peut se mettre d'accord. Ou par exemple c'est la faute d'un tiers. Pour résoudre un conflit, souvent on cherche un tiers fautif. C'est une manière de résoudre un conflit naturellement. Et là, on a cet événement de force majeure qui est ce tiers coupable. Et donc, par la faute du diable, il s'est passé quelque chose de grave. Donc, on doit se mettre d'accord, nous. On est tous les deux victimes d'un événement extérieur. Donc ça, c'est un élément de rapprochement qui est important dans le cadre du conflit. Après, dans le cadre du conflit, souvent, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a des éléments, par exemple, reconstruire un deal ensemble. Ça, c'est possible par téléphone ou par visio. Et finalement, ça fonctionne bien. On peut rejeter la culpabilité sur un tiers, dire qu'on va réécrire le dossier à partir du moment où on se met effectivement dans un cadre de médiation, qui est un peu distinct aussi de l'échange entre avocats. La médiation, il y a un médiateur au milieu, l'échange est confidentiel, il est encadré dans le temps, ça va durer 1 mois ou 2 mois, et puis ou quelques semaines, et on se dit pendant 2 mois, on a un médiateur en face de nous, les avocats sont de chaque côté, les parties sont de chaque côté, et on essaye de résoudre le problème. Et puis on voit si ça marche ou si ça marche pas. D'expérience, ça marche quasiment tout le temps. Hein. Mais bon, on essaye de voir si ça marche. Après, ça fonctionne à partir du moment où on est dans une démarche proactive. Là où je trouve que la visio fonctionne pas, c'est quand on doit crever l'abcès. C'est ce moment, c'est la première partie de la médiation où, parce que finalement, ça se passe en 3 temps. C'est 1, j'accepte d'aller en médiation. 2, je manifeste mon désaccord profond. Donc, il y en a un qui dit, moi, c'est ça le contrat, il est hors de question que ça se passe comme ça. L'autre dit, moi, c'est ça le contrat, c'est hors de question que ça se passe comme ça. Et donc là, il y a un accord sur le désaccord. Et c'est ce moment d'accord sur le désaccord auquel on doit parvenir pour pouvoir aller vers un deal, il nécessite quand même un peu de se voir. C'est très difficile pour 2 personnes de s'engueuler par visio. Ouais, mais au-delà de juste s'engueuler, dans la partie recrutement, et là je parle plutôt de l'expérience que moi j'ai vécue ces 2 derniers mois, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a pas mal de clients qui nous ont confié des mandats, qui nous disent on a des besoins, même des besoins urgents en management de transition, mais qui disent au moment où je dois trancher, au moment où je dois vraiment intégrer la personne, vous savez quoi, on va attendre le 11 mai et on va attendre de vraiment voir la personne. Dans le recrutement, il y a aussi une dimension humaine. Vous travaillez avec des gens, il faut que la personne, vous ayez envie de travailler avec elle. Alors, je ne sais pas si pour vous, vous avez été amené à faire des recrutements pour vos équipes. Est-ce que vous avez peut-être suspendu ces recrutements? Mais de mon côté, moi, mes clients, ce que j'ai plutôt vu, c'est qu'ils m'ont dit on avance. Et par contre, on fera un dernier entretien juste après le confinement. Vous, de votre côté, il en est quoi? De manière générale, j'ai eu l'occasion de passer des entretiens par visio. Notamment quand j'étais à Singapour, j'invitais des gens, ils étaient un peu partout et on n'a pas le même sentiment. On peut trier par visio, je pense. On peut identifier les 2 derniers, par exemple. Mais oui, je suis d'accord que en 3 dimensions, physiquement, on peut les sentir. C'est beaucoup mieux. Et c'est la même chose pour la médiation. Oui, c'est beaucoup mieux d'avoir ce contact physique, parce qu'on va travailler avec eux dans les 2 sens d'ailleurs, parce qu'en médiation, on espère continuer à travailler avec eux. Donc
c'est ce qui est le plus à nous faire gagner du temps pour toutes les étapes, en dehors de ces étapes où on a besoin d'avoir Peut-être peut-être que ce qui peut, alors pour rejoindre exactement ces deux sujets-là, je fais un peu écho à l'épisode qu'on a enregistré avec Franck Rimbaud, qui est donc directeur juridique social du groupe Air France. Et Air France a mis en place au sein de son groupe des médiations sur l'ensemble des prud'hommes qui vivent. Ce qui leur a permis de réduire de 90% les contentieux qu'ils ont au prud'homme. C'est extrêmement efficace. Donc là, la question, c'était est-ce qu'on peut recruter quelqu'un par visio? C'est difficile, peut-être, hein, mais on peut éventuellement, mais c'est difficile. Allez, est-ce qu'on peut virer quelqu'un par visio? C'est très compliqué. D'ailleurs, ça me fait penser au film avec George Clooney de Up in the Air. Ah oui. Où lui, il passait son temps à virer des gens. Mais en tête à tête. Et la société dit, bah tiens, on va faire gagner énormément de temps, énormément d'argent à tout le monde, on va faire ça par visio. Et en fait, c'est efficace. On peut virer quelqu'un par visio, mais ça cassait complètement le côté empathique, le côté humain qui est nécessaire. Et je pense que c'est... D'ailleurs, pour les juristes, il y a une étude de l'EDEC qui vient de sortir, qui est sortie la fin de l'année dernière, où on voit que c'est toutes les compétences empathie, soft skills, etc., qui sont clés pour les juristes. C'est difficile de les utiliser uniquement par vision. Ouais. Donc c'est pour ça que les outils digitaux vont nous faciliter la vie dans 50% des cas pour justement nous donner plus de temps, plus de possibilités d'avoir des contacts là où c'est vraiment nécessaire. Je pense qu'il faut le regarder comme ça. Moi, j'ai une question à vous poser, puisque sur le digital, on l'a vu, il y a l'émergence des legal tech, on l'a vu, l'émergence du digital au sein des fonctions juridiques. Vous qui avez une vision globale du marché, pour vous, est-ce que vous avez peut-être un ou deux exemples de legal tech ou d'innovation qui sont pertinentes pour la fonction juridique, et à l'inverse, des exemples qui sont peut-être moins pertinents? Après, ça dépend de chaque équipe ou chaque société. Ils ont des besoins différents. Je dirais chez nous, je peux le réduire à un seul, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça, c'est très banal comme remarque, mais il y a beaucoup de choses qui sont écrites, qui sont dites autour de l'intelligence artificielle, mais et qui vont au-delà des possibilités actuelles de l'intelligence artificielle. Mais si on le regarde bien, on l'utilise bien dans la gestion des contrats, la gestion des dossiers, l'automatisation des contrats, pour le e-discovery, la gestion des data rooms. Si on tient compte de ce qui est possible et identifier un besoin pour nous que un outil en utilisant de l'intelligence artificielle peut résoudre, ça c'est un énorme gain de temps, un énorme gain d'efficacité pour tout ce qui est juridique. Je reviens toujours aussi à la question de médiation, d'utilité, la question de ce qu'on avait pour le digital. Je pense que tout ce qui est legal tech et toutes les évolutions du juridique actuel, et j'espère que l'expérience, on peut tirer une expérience positive avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est que la visio et la legal tech rend beaucoup plus accessible surtout les contentieux, le droit aux entreprises, aux petites entreprises, et en particulier. Tout le monde ne peut pas payer un avocat, mais un outil où il y a un médiateur et on n'est pas obligé d'avoir un avocat. Ça rend beaucoup plus fluide et beaucoup plus accessible le système de droit qui s'applique à tout le monde. Vous disiez que vous faisiez beaucoup de bateaux. Là. Et j'ai utilisé ça l'autre jour, c'est que la mer, c'est pareil pour tout le monde.
Mais c'est pas pareil si on est dans un petit esquif ou un gros yacht. Donc, il faut pas qu'il y ait une distinction, une inégalité en face au droit. Et je pense que les outils, qu'ils soient digitaux ou des outils rien que les visio, peuvent réduire ces inégalités. Je pense que c'est très positif. J'espère que vous avez eu autant d'intérêt à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Et si celui-ci vous a plu, vous pouvez nous laisser des commentaires, bien sûr, un petit message, ça fait toujours plaisir. Ou m'envoyer un mail à sabatier, @1862-6legal.com. À très vite!